des accords avec les États-Unis sur le cyberespace, le transfert de données. Par exemple, la France qui récolte beaucoup d'informations dans sa zone d'influence en Afrique, donne une partie aux États-Unis. Et alors les États-Unis, ils récoltent l'information de tous ces différents pays, ils en font une synthèse générale et ils nous redonnent ce qu'ils veulent bien nous redonner en termes de leur analyse, et notamment pour la cybercriminalité, le cyberterrorisme. Mais évidemment, comme ce sont des accords asymétriques, nous sommes dépendants. Nous sommes devenus dépendants parce que nous ne sommes pas préoccupés de ces questions assez tôt, et les États-Unis ont été en avance dans le contrôle du cyberespace. Donc c'est nous sommes les véritables responsables. Et puis évidemment le cercle le plus éloigné de la Chine, l'Inde. D'ailleurs quand vous regardez la carte, vous voyez la carte qui a été révélée aussi par Snowden avec les différents pays qui font l'objet de l'espionnage des États-Unis. Évidemment, vous avez le Moyen-Orient, et l'Allemagne aussi s'est trouvée fortement espionnée, mais je pense que c'est aussi par le fait qu'il y a beaucoup de gens qui circulent sur Internet en Allemagne, donc forcément, ça fait beaucoup plus de gens sur écoute que certains pays. Et donc, ces pays, Chine et Russie en particulier, font plutôt l'office d'adversaires dans le cyberespace géopolitique mondial. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que la Chine menace régulièrement alors c'est une menace, elle n'est pas en mesure de le faire aujourd'hui, mais de dédoubler les réseaux, par exemple. Si le cyberespace est dominé par les États-Unis, notamment par l'ICANN, vous avez tous entendu parler en Californie, la Chine menace de dédoubler les réseaux s'il n'y a pas une meilleure distribution du pouvoir mondial en cette matière. Et évidemment, la Chine et la Russie, l'Iran aussi, essayent de contrôler leur espace cybergéopolitique. Turquie aussi, vous avez tous entendu parler on accuse régulièrement Erdogan d'essayer de contrôler les tweets de ses citoyens. Mais évidemment, la Chine et la Russie, qui sont dans la logique de construire un monde multipolaire, se retrouvent directement en confrontation avec les États-Unis sur cette question. Alors, sommes-nous devant un nouvel empire mondial? Alors, vous avez tous entendu parler de l'affaire Snowden, et qui a révélé quand même quelque chose de très intéressant, c'est que nous sommes quand même au-delà de l'espionnage classique ciblé. Parce qu'il s'agit, en fait, avec la National Security Agency, d'une récolte des données en permanence sur tous les citoyens dans le monde, ou pratiquement, à titre privé. Et donc, la récolte de toutes ces données privées fait des citoyens en dehors des États-Unis, des citoyens de seconde zone. Parce que les citoyens américains qui se font espionner par le gouvernement américain, ils ont des recours juridiques pour attaquer leur gouvernement, ou au moins ils peuvent voter pour un autre président, même si on sait bien que ça ne changera pas grand-chose en la matière, mais ils sont dans leur propre État, et à la limite ils peuvent former des contre-pouvoirs démocratiques pour cette surveillance. Mais les citoyens du monde entier qui sont surveillance en allant sur Google, Facebook, Gmail et compagnie, nous sommes devenus des citoyens de seconde zone parce que nous n'avons pas les mêmes outils, nous n'élisons pas le président des États-Unis, et nous sommes sous le fait d'une domination d'une seule puissance sur l'espace cybernétique. Alors, un exemple concret, par exemple, parce qu'évidemment, les États-Unis, les pays anglo-saxons en général, mais aussi, c'est l'idéologie dans l'Union européenne, on aimerait que tout le monde circule sur Internet de manière libre, qu'il n'y ait aucune barrière, que c'est la liberté dans le monde qui avance à grands pas. Vous avez entendu parler de Valentina Lisitsa. Eh bien, Valentina Lisitsa, c'est une Ukrainienne canadienne qui est une pianiste, très bonne pianiste, qui joue dans l'orchestre symphonique de Toronto. Eh bien, elle a
elle a eu le malheur sur son compte Twitter et Facebook de critiquer le gouvernement ukrainien actuel, les massacres opérés par l'armée ukrainienne dans le Donbass. Eh bien, elle a été licenciée. Licenciée de l'Orchestre symphonique de Toronto, parce que, évidemment, c'est très bien d'utiliser les médias sociaux, Twitter, Internet, Facebook, lorsqu'on veut exporter les révolutions de couleur dans les États qui ne s'alignent pas sur la stratégie unipolaire des États-Unis. Mais par contre, quand on critique un de leurs alliés, c'est terminé. Hein, vous voyez, donc la liberté ne va que dans un seul sens. Donc voilà le commentaire qu'elle a fait. Je me suis tourné vers Twitter pour faire entendre l'autre version de l'histoire, la version que l'on ne voit jamais dans les médias grand public, la détresse de mon peuple, les bonnes et mauvaises choses qui se produisent en Ukraine. Pouvait-on lire dans la déclaration, l'article suggère que l'esprit de révolte de la place Maïdan a été subverti et utilisé pour semer la discorde au sein du pays et fait état de menaces de mort et d'insultes telles que le pute à la solde du Kremlin. Viré de l'Orchestre symphonique de Toronto. Ah, voilà. Alors, c'était hier. Ça, c'est sur Russia Today. Alors, certains vont me dire, oui, c'est Russia Today, c'est la propagande de l'autre côté. Mais, bon, moi, en tant que chercheur, moi, je compare les sources d'information, je lis les journaux des deux camps. Et moi, en tant qu'analyste, je pense que Russia Today ne fait pas plus de désinformation que CNN. Sauf qu'elle exprime un autre point de vue, différent. Et alors, est apparue l'information comme quoi il y a un site internet ukrainien qui en fait faisait la liste des ennemis du gouvernement ukrainien actuel, c'est-à-dire des opposants politiques, pour les mettre à la vindicte des Pravi Sector et autres néofascistes dans l'Ukraine d'aujourd'hui, et qui soi-disant était soutenu depuis Tallinn par l'unité de cyberdéfense de l'OTAN. Alors ça c'est l'information de Russia Today. Alors ils présentent les preuves sur je vous invite d'ailleurs à lire cet article qui est très intéressant. Et comme par hasard, le site a disparu avec la polémique qui a commencé à enfler. Bon, c'est un point d'interrogation, parce que je ne peux pas prouver, moi, chercheur ici, ce qui s'est vraiment passé, mais je trouve cette information intéressante qui montre qui va dans le sens de mon analyse géopolitique. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir cyber-géopolitique mondial dominé par les États-Unis et qui petit à petit se met en place et qui est un danger pour notre souveraineté. Alors je parle de ces exemples, il est évident qu'il y a une réaction, dont on a parlé ce matin, le cyberterrorisme, les cyberattaques par les groupes djihadistes qui utilisent ces réseaux pour contrôler l'Occident. Évidemment, il faut en parler aussi, mais moi je vous montre des autres exemples pour avoir une vue un peu plus différente sur cette approche, parce qu'on parle toujours des cyber-djihadistes ou des ennemis de la liberté qui utilisent Internet pour attaquer l'Occident, mais il faut bien voir qu'au départ, c'est quand même les États-Unis qui essayent de contrôler le monde par l'intermédiaire du cyberespace mondial. Alors, en conclusion, moi je dirais que nous, Européens, parce que je ramène toujours la géopolitique, moi la géopolitique m'intéresse en tant qu'analyse des faits, mais j'ai ma propre idéologie. Pour moi, l'Europe, le projet européen, doit aboutir à une Europe souveraine. Moi, je pense plutôt que c'est une Europe des nations qui va aboutir, si on veut être souverain, et non pas une Europe intégrée, fédérée. Je pense que c'est un rêve mort. Mais là encore, je pense que le général de Gaulle, si on reprend sa pensée, il avait raison. Parce qu'à l'époque, alors lui, ça s'appliquait à d'autres thématiques. Le général de Gaulle, par exemple, avait compris que un État sans la bombe nucléaire n'était qu'une nation de rang de puissance seconde. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, si les Européens ne maîtrisent pas l'arme cybernétique, eh bien, de la même manière, nous allons devenir des États et des citoyens de seconde zone. Et donc, c'est le nouveau défi des Européens au XXIe siècle. Parce qu'il y a des enjeux de souveraineté sécuritaire, mais aussi culturelle. Parce qu'il faut bien voir que avec toute cette dissémination
par exemple, Facebook, Twitter, Internet. Vous avez par exemple, prenons l'exemple de la France qui essaye de limiter au niveau culturel, pour la diversité culturelle, l'envahissement des films hollywoodiens. Eh bien, si on laisse l'Union européenne avec son principe de libre concurrence et de liberté sur Internet qui se négocie malheureusement en ce moment, eh bien, on va se faire laminer, encore une fois, pour cette sous-culture de masse, alors qu'on devrait la protéger. Donc, pour moi, c'est peut-être utopique, mais moi je pense que les Russes et les Chinois ont raison de menacer, de faire un réseau parallèle et de contrôler leur cyberespace, parce que si on ne trace pas de nouvelles frontières dans le cyberespace, nous serons dominés et nous perdons notre souveraineté. Donc je pense qu'il faut renationaliser Internet et ensuite rebâtir des alliances pour contrer cette domination anglo-saxonne. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel. Donc, pour essayer de tenir dans une main une matière riche et en phase de structuration, je dirais ceci. Pierre-Emmanuel est intervenu à 3 niveaux, celui des structures du pouvoir mondial, et donc la question consécutive à cette analyse est d'étudier quelle est la structure du pouvoir global d'aujourd'hui. J'ai quelques idées, on en parlera. La répartition géopolitique du pouvoir qui, elle, s'appelle monde multipolaire et dont la dimension nouvelle encore peu explorée est celle de l'espace informatique. Puis Pierre-Emmanuel a fait une incursion dans le domaine de la liberté individuelle qui relève d'une autre catégorie d'approche. La liberté individuelle est si chère dans la tradition classique et dans l'idéologie de la société civile d'aujourd'hui, dont il faudra examiner les tenants et les aboutissants, et il a conclu par une analyse de la culture. Je dois vous dire que la culture en soi n'est pas appréhendée sans une dimension, ne peut pas être appréhendée sans une dimension politique, une dimension identitaire. Mais la dimension de la culture est structurante de la dimension politique. Si vous examinez les fonctions et les traditions et les structures de pouvoir du passé et du présent, à la base de la structure du pouvoir, il y a une culture spécifique. Et je dirais plus à une logique de sens, de signification pour la hiérarchisation des États, des sociétés, mais aussi des individus. Alors là maintenant,